Oui, moi je me propose d'aborder la question de savoir si développer l'esprit critique des élèves, c'est une entreprise collaborative et protéiforme, et est-ce que c'est avec ou sans IA. Bon. En fait, l'idée, c'est que développer l'esprit critique de nos élèves face à l'IA, c'est développer leur capacité à faire preuve d'esprit critique tout court. Encore faut-il l'avoir travaillé en amont et hors contexte IA, parce que les leviers cognitifs à activer sont strictement les mêmes, en fait. Ils prennent racine dans le recours au doute, le recours au questionnement constructif. Et finalement, l'IA n'est qu'un instrument, ce n'est pas une fin en soi, dans ce contexte-là. Alors, l'esprit critique se travaille bien tous les jours, avec ou sans outil numérique. C'est l'affaire de tous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé ma présentation « Une entreprise collaborative ». L'idée, si vous voulez, c'est de créer une synergie au niveau des établissements scolaires afin que personnel de direction, professeurs documentalistes, personnel de vie scolaire, tous les membres de la communauté éducative s'engagent à donner un sens à cet esprit critique dans la vie de tous les jours pour nos élèves. Évidemment, l'idéal, c'est d'inclure également les parents, comme il a été dit précédemment. Oui, la coéducation, en effet, mais nous, en lycée pro, et en lycée pro très défavorisé, tel que est mon lycée professionnel à Trégé, les parents, malheureusement, on les a peu, voire pas. Donc, voilà. Mais dans l'idéal, c'est mieux. Alors, moi, à mon niveau, en tant que professeur documentaliste au lycée professionnel Trégé, je contribue à travailler l'esprit critique. Je ne suis pas la seule, bien évidemment, mais je contribue, par exemple, dans la pratique régulière du débat, qu'il soit mouvant ou pas, sur des thèmes d'éducation à la citoyenneté, par exemple, les clichés sexistes ou les idées reçues en matière de santé mentale. Donc, je ne sais pas si vous êtes au fait d'un débat mouvant, on a la classe qui est debout, une ligne de démarcation entre le pour et le contre, et on avance une idée, on avance une polémique, et les élèves doivent se positionner évidemment en argumentant, soit pour, soit contre, et l'intérêt c'est qu'ils ont le droit de changer d'avis si un camarade leur donne un argument qui les convainc. Voilà. Donc, évidemment que là on est en plein dans le travail de l'esprit. J'attache également une importance particulière à la participation globale des élèves à Trégé à des projets culturels. À Trégé, on mène une cinquantaine de projets culturels à l'année, ce qui est énorme, c'est vraiment un effort, une priorité qui est faite. Et dans le cadre de ces projets, les élèves sont confrontés à tous les domaines de l'éducation artistique et culturelle. Et je tiens à préciser que chez nous, tous les élèves de la seconde, de la troisième, puisqu'on a des troisième prépa professionnelle jusqu'à la terminale, tous les élèves sont touchés par au moins un projet d'éducation artistique et culturelle à l'année. Et donc, ils vont découvrir ou ils vont, travailler dans des projets qui concernent le théâtre, le cinéma. Là, on reprend ce qui a été dit tout à l'heure sur le premier degré, dans l'éducation à l'image, qui évidemment est constructive d'esprit critique. Mais également la pratique de la peinture, la pratique de la musique. Cette année, on a par exemple un atelier percussion, des ateliers d'écriture où on fait venir des auteurs et au travers de ces auteurs, les élèves vont être confrontés à l'acte d'écrire et du coup derrière, on peut travailler sur plein de domaines, y compris le droit d'auteur, parce que quand il s'agit de leur écrit à eux, ça les met dans une dimension différente par rapport au droit d'auteur, évidemment. Il y a aussi, à titre d'exemple, la création de planches BD, etc. Mais la liste est longue. L'idée, à travers tous ces projets, c'est bien sûr de former l'esprit à l'altérité pour développer la culture générale et, in fine, l'esprit critique. Alors, si on resserre un petit peu plus sur les outils numériques, évidemment, en tant que professeur documentaliste, je travaille en EMI, éducation au métier
formation. Et donc, bien évidemment, que l'esprit critique est énormément travaillé au travers des outils numériques. Dans l'utilisation d'un moteur de recherche comme Google, par exemple, bien évidemment, il va s'agir de sensibiliser les élèves, par exemple, au PageRank ou à la hiérarchisation des résultats. Il va s'agir également, dans les usages des réseaux sociaux, de travailler avec eux sur la protection de l'identité numérique, sur la vérification de l'info, évidemment, savoir déjouer une fake news. On leur transmet des connaissances sur leurs droits et devoirs en matière d'usage numérique, en particulier les notions de droit d'auteur et de plagiat. Voilà. Si on avance un petit peu plus le propos plus spécifiquement sur les IA, on peut se demander si elles ne sont qu'un prétexte pour travailler l'esprit critique avec les élèves ou si elles recèlent des spécificités qui en font un nouveau champ d'enseignement. Alors, il s'agit tout d'abord, si on veut travailler l'esprit critique et les IA, il s'agit quand même, dans un premier temps, de faire comprendre aux élèves qu'est-ce que c'est, comment elles fonctionnent, ces IA. Et d'abord, de quelle intelligence parle-t-on? Est-ce qu'elles sont plus intelligentes qu'eux? Ensuite, leur faire comprendre de quel type de données elles agrègent et les sensibiliser au fait quand même qu'il y a une nette domination de la culture anglo-saxonne blanche dans ces données. C'est pas anodin du tout. Leur enseigner l'art du prompt, évidemment, afin de leur faire prendre conscience de l'impact de l'humain dans la qualité des résultats qui vont être retournés. Bref, les élèves doivent comprendre, en matière d'IA comme en matière de recherche documentaire, du reste, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut relire, retravailler un écrit généré par une IA, afin de vérifier évidemment l'information avancée en recoupant les sources. Donc là, on retrouve ce que l'on fait dans la recherche d'information classique, afin de s'approprier surtout le rendu, de le contextualiser, de le personnaliser. Il faut bien leur faire prendre conscience du fait qu'un écrit brut, normalisé par ChatGPT, ça produit souvent une image plutôt négative sur les récepteurs, les destinataires, à savoir les profs, ou nous, dans notre contexte de lycée pro, les employeurs, parce que nos élèves font beaucoup de recherches de stage, donc les lettres de motivation ChatGPT, les employeurs, ils les connaissent. Donc, et puis derrière aussi, ce qui se profile de plus en plus, c'est l'utilisation de ChatGPT dans le cadre de Parcoursup. Donc c'est pareil, les établissements du supérieur ne s'y trompent pas. Mais ça, par contre, moi, mes élèves de lycée pro, ils n'en ont absolument pas confiance. Donc c'est quand même important de leur rappeler que personne n'est leurré par une copie de ChatGPT. Ultimement, former l'esprit critique via l'IA, c'est finalement mettre en place une éducation à l'intégrité. L'IA fausse l'appropriation des connaissances et des compétences et elle crée un faux sentiment de réussite. Un de mes élèves, lorsqu'il me rend un travail créé par une IA, il est tout content parce qu'il a réussi à faire un texte long, sans faute d'orthographe, etc. Il a vraiment le sentiment d'avoir réussi. Donc ça, c'est évidemment un piège énorme qui est tout de suite, évidemment, détruit dès lors qu'on fait passer l'élève à l'oral. Donc, il faut réfléchir avec les élèves sur ce qui a la plus grande plus-value. Est-ce que c'est un écrit, certes, imparfait, mais qui émane d'eux et qu'ils soient capables de soutenir à l'oral, ou est-ce que c'est un document parfait, mais qu'ils n'ont pas compris? Voilà. Donc, derrière ça, ce serait peut-être bon de réapprendre à nos élèves la notion de fierté du travail accompli dans l'effort. Ce qui signifie, de la part de des enseignants, un rapport à l'évaluation qui soit différent. Parce qu'il faut évidemment valoriser ces travaux personnels, réellement personnels, même s'ils sont imparfaits, encore une fois. Finalement, l'arrivée de l'IA dans le monde éducatif, ça génère un nouveau rapport au savoir. Elle fait absolument exploser tous les champs des possibles. Pour l'élève, c'est extraordinaire, il faut le reconnaître. C'est la possibilité de clarifier des concepts, de générer des idées ou un plan. Enfin, ils ont la solution à la page blanche. Et les nôtres qui s'y confrontent
génial. C'est la possibilité de réviser ses cours, parce que l'IA crée des quiz en lien direct avec les cours, donc ça c'est aussi extraordinaire. C'est la possibilité de demander des commentaires sur un travail fourni, d'améliorer ses compétences rédactionnelles, bien évidemment, orthographiques, c'est la possibilité de demander une traduction très rapide, d'avoir des conseils techniques sur un logiciel, tout ça c'est vraiment extraordinaire. Et bien évidemment, on sait aussi que l'IA peut fournir des informations inexactes. N'oublions pas, je le dis pour nous, mais je le dis surtout pour nos élèves, que l'IA n'est pas un savoir valide, ce n'est qu'un savoir probable. Donc il ne faut pas passer au-dessus de ça. L'IA fournit également des informations qui ne sont pas forcément mises à jour, et puis surtout, comme on l'a vu, ça peut rendre facilement l'élève passif, sans parler des questions de plagiat qu'elle soulève. Donc, voilà. Mais quoi qu'on en pense, comme ça a été dit précédemment, on ne peut pas lutter contre les IA. Hein. Aujourd'hui, il faut au contraire être à la hauteur des enjeux, et même si possible, être un pas en avant sur nos élèves. Au lieu de critiquer finalement les usages des élèves, il faut leur proposer des solutions. Alors, quelles solutions proposer au plan pédagogique pour accompagner nos élèves dans l'usage des IA? Très humblement, voici quelques pistes que je vous propose. La première, ce serait de créer une charte d'utilisateur responsable de l'IA à faire signer aux élèves, comme on leur fait signer en début d'année, un règlement intérieur de leur établissement. Certaines universités sont déjà très claires par rapport à ça. Je pense à l'université Neufchâtel en Suisse ou à l'UQAM au Canada, qui ont déjà formalisé des chartes sur lesquelles on pourrait d'ailleurs prendre appui pour adapter ça à nos établissements. La deuxième, ce serait de repenser notre manière d'évaluer, je l'ai un petit peu dit, mais ce serait par exemple de se dire ce qui se fait à la maison ou avec l'usage autorisé de l'IA devrait être plus faiblement coefficienté que ce qui se fait en présentiel ou à l'oral. On pourrait également évaluer non pas le résultat en lui-même, mais l'historique de la recherche, c'est-à-dire l'historique du prompt, la démarche infodocumentaire. Enfin, ce qui se fait en classe devrait être davantage valorisé. Troisième piste à vous proposer, ce serait de repenser évidemment notre manière d'enseigner, en mettant davantage l'accent sur l'oralité et le présentiel, je l'ai déjà dit, mais pour nous, en prof doc, comme on est beaucoup dans le MI, il faudrait évidemment qu'on enseigne l'art du prompt. Et ça nous pousse, mine de rien, à repenser complètement la notion de mots-clés et de requêtes synthétiques que l'on avait jusqu'alors dans les bases de données classiques ou dans les moteurs de recherche classiques. Parce que là, il ne s'agit pas de synthétiser, au contraire, il s'agit de développer au travers du prompt. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une évidence ou d'un usage implicite pour nos élèves. Hein. Donc, ça veut bien dire qu'il y a nécessité d'un enseignement. Enfin, comme déjà avancé, il faudrait surtout mettre en place une éducation à l'intégrité. Qu'est-ce que ce serait cette éducation à l'intégrité? Eh bien voir avec les élèves qu'il ne faut pas se contenter de copier-coller, qu'il faut vérifier l'info, qu'il faut citer l'utilisation de l'IA, par exemple, mettre en annexe une sauvegarde de sa conversation avec l'IA, etc. Voilà. Pour les enseignants, enfin, en quatrième point, c'est évident que cela, et pour les profs doc en particulier, puisqu'on a un rôle vraiment moteur à jouer hein, dans cette diffusion de la formation à l'usage des IA, c'est évident qu'il faut mettre en place une formation continue. L'IA que l'on va présenter à nos élèves aujourd'hui n'est pas la même que celle du mois dernier et n'est pas non plus la même que celle du mois prochain. Donc, si vous voulez, c'est évident que cette évolution constante et très rapide des IA plaide nettement en une veille informationnelle à mettre à disposition des enseignants, au moins pour de l'auto-formation, mais si possible également pour la formation plus formelle. Et enfin, au plan institutionnel, il serait souhaitable de deux choses. D'une part, de
Et d'autre part, de permettre un accès gratuit à certaines IA via nos ENT. Parce que les versions gratuites des IA, elles vont quand même pas très loin. Donc voilà. Je vous remercie. Merci à vous.